Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, on va prendre un peu un sujet un peu du jour, hein. Ce que je veux développer, c'est la Russie, l'histoire de la Russie. Il y a deux façons de le voir. Il y a la façon des hommes, comment les hommes voient la Russie, comment les hommes voient l'Ukraine. Et puis, naturellement, il y a comment Dieu voit la voie divine, pour ainsi dire, à la Russie selon les Écritures. Alors, si vous permettez, c'est là qu'on s'en va. Voilà. Ici, vous voyez les Écritures, la Russie dans les Écritures, Ézéchiel 38 et 39. On n'est pas laissé à nous-mêmes, hein? On n'est vraiment pas laissé à nous-mêmes. On s'en va dans un trajet qui est sûr et certain, un trajet où le royaume de Dieu va être établi, puis il n'y a aucune nation, aucune puissance qui va intervenir dans les voies de Dieu lorsque le moment va être arrivé. Présentement, l'Église, elle est ici comme témoignage, comme une lampe dans un lieu ténébreux, pour ainsi dire. Mais le jour est à venir où l'Église va être enlevée et puis l'histoire de la terre, pour ainsi dire, va continuer, hein? Et puis Israël, qui est le centre des voies de Dieu, va de nouveau prendre de l'importance. On l'a déjà vu en 1948 qu'Israël a pris de l'importance, mais cette importance-là, présentement, elle est secondaire parce que c'est un retour dans un pays incrédule. Les Juifs qui sont là présentement sont incrédules. Ils sont retournés dans un pays, tout simplement. Ils ne se sont pas retournés vers Jéhovah l'Éternel. Alors, il y a beaucoup de leçons que Israël doit apprendre. Et puis, c'est seulement dans ces grandes leçons, lorsque Dieu va intervenir avec la verge, pour ainsi dire, qu'ils vont se tourner vers Dieu. Alors, on va y aller doucement maintenant. La Russie dans les Écritures, naturellement, il y a deux chapitres qui est consacré à la Russie, Ézéchiel 38 et 39. Je vais surtout voir ça dans la deuxième série, okay? Dans la deuxième vidéo, pour ainsi dire. Aujourd'hui, je veux m'occuper d'un sujet pratique, un sujet qui est devant nous, pour ainsi dire, hein? OK. La Russie, la façon de comprendre la Russie. Il y a le passé. Okay? Dans le passé, là, on va prendre ce qu'on appelle Pierre le Grand. Pierre le Grand était un des premiers tsars de la Russie. Et puis Pierre le Grand, on va voir sa vie, puis on va voir les directives que Pierre le Grand a laissées à ses successeurs, hein. On appelle ça le testament de Pierre le Grand. On peut le trouver, vous allez voir, je vais vous donner une source vers la fin. Alors ça, on peut voir la Russie dans le passé avec Pierre le Grand et son testament. On peut aussi voir la Russie présentement, dans le présent, avec Vladimir Poutine, hein? Et puis, c'est comme ça présentement. Mais il y a aussi une façon de le voir dans le futur. Okay? Quand je parle du futur, là, je parle du dernier tsar qui va occuper la Russie. Et puis le verset qui va nous intéresser, c'est Ézéchiel 38, verset 2. Gog, c'est-à-dire prince et tsar, de Magog. Magog, c'est la Russie. Alors Magog, c'est le pays, c'est la Russie. Gog, c'est le prince. Okay? Gog, lorsqu'on parle de Gog, on parle du prince de la Russie. Lorsqu'on parle de Magog, on parle du pays de la Russie. Alors, si vous permettez, on va continuer maintenant. Pierre le Grand, ça, je retourne dans le passé, là, dans les années 1600, 1700. Pierre le Grand a écrit un testament qui devient le modèle pour les futurs tsars de la Russie. Et puis, si on regarde les activités de M. Vladimir Poutine, on va voir que cet individu-là suit exactement le modèle que Peter le Grand a donné, okay? Que le tsar Peter le Grand a donné des années 1600-1700.
Alors, Pierre le Grand, lui, a vécu une période où il regardait beaucoup vers l'ouest. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait à l'ouest? Il y avait la France, naturellement, qui était à l'ouest, puis il y avait le domaine de Versailles. Hein. Et puis, Pierre le Grand était beaucoup attiré euh, par ce qui se passait en Europe, par ce qui se passait dans l'ouest. Hein. Et puis, surtout ce qui se passait au domaine de Versailles, les soirées au domaine de Versailles, pour ainsi dire. À ce moment-là, c'est-à-dire que l'Europe, dans ces années-là, l'Europe avait, elle, un système ferroviaire. Il y avait des trains. La Russie commençait, hein, mais en Europe, les trains roulaient dans différents pays. Mais la Russie était en retard, beaucoup en retard. Et puis Pierre le Grand voyait ceci, voyait les changements, comment l'Ouest était cultivé, pour ainsi dire, puis comment l'Ouest était industrialisé comparé à ce qui se passait en Russie. Maintenant, le mode de vie libre et moral de Versailles l'attire. Il aimait beaucoup aller à Versailles. Il aimait beaucoup les parties, pour ainsi dire. Alors, ces nombreux voyages qu'il a exécutés, qu'il a entrepris vers l'Europe, ont formé graduellement son esprit. Hein? Et puis, son esprit était vraiment tourné vers l'Europe. Alors, la noblesse européenne a laissé sur Pierre le Grand une certaine empreinte. Okay? Il était impressionné, vraiment impressionné. À Saint-Pétersbourg, où il était, les soirées se déroulaient dans un style européen. Hein? Pierre le Grand aimait ça faire des grandes soirées, mais des grandes soirées au style de l'Europe. Certaines soirées même se déroulaient en français. Naturellement, il aimait beaucoup la France. Alors, c'était des soirées à la française, naturellement. Il regardait l'Ouest, puis il aimait l'Ouest. C'était son attrait, ça. Hein? L'Europe était vraiment son attrait. Et puis, si on voit là, le genre de réunion qu'ils avaient, pour ainsi dire, un peu à la France. Maintenant, la tendance ou les tendances politiques. La prophétie, là, on va mettre ça au plus simple possible, OK? La prophétie, c'est pas compliqué. Il faut la mettre simple. La prophétie, là, c'est l'Est, puis c'est l'Ouest. OK? C'est aussi simple que ça. L'Ouest, c'est là où a commencé le christianisme. Hein? L'Ouest, c'est la place où le christianisme est né, pour ainsi dire. Alors, lorsqu'on regarde l'Ouest, on regarde aujourd'hui la chrétienté. Okay? Puis le jugement va tomber sur la chrétienté. Le berceau du christianisme, c'était l'Europe, c'était l'Ouest. Okay? Mais le jugement doit venir. Si on regarde à l'Est, c'est la Mésopotamie, c'est là qu'étaient toutes les nations anciennes, pour ainsi dire. Puis à l'Est, il y avait naturellement ce qu'on appelle le gouvernement de Dieu, qui était situé à Jérusalem. De Jérusalem, Dieu contrôlait tout l'Est, pour ainsi dire. Alors, à l'Est, on a des ennemis qui vont s'élever, qui, eux, ne sont pas nécessairement, comme dans l'Ouest, en guerre contre l'agneau, contre le Christ, mais ils sont en guerre contre Jérusalem. À l'Est, c'est en guerre contre Jérusalem parce que Jérusalem était la présence de Dieu, Jérusalem était le trône de Dieu, puis les nations autour de Jérusalem, Édom, Moab, Ammon, toutes ces nations-là résistaient au fait que le gouvernement de Dieu était à Jérusalem. Puis c'est là que les conflits sont, puis c'est là que les conflits vont s'établir. Lorsque Dieu va avoir fini avec l'Ouest, hein, lorsque Dieu va juger l'Ouest, la chrétienté dans toute sa profession,
il va arriver que le peuple juif va prendre un peu plus de pouvoir, un peu plus de puissance. Ils vont commencer à se tourner vers Jéhovah, pour ainsi dire. Et puis l'Est ne voudra jamais, jamais accepter que les Juifs soient placés la première des nations. Pourtant, c'est ce que Dieu a dit. Si tu es obéissant, Jérusalem, tu vas être à la tête. Si tu es désobéissant, tu vas être à la queue. Présentement, pendant des milliers d'années, Israël est à la queue, mais on sait très bien, si on suit les Écritures, Israël va être placé à la tête. Hein? Et puis là, va se lever une multitude de nations qui aujourd'hui sont toutes des nations musulmanes, des nations arabes, de descendance d'Abraham, pour ainsi dire, qui vont se lever contre Jérusalem. Alors, c'est vraiment l'Est et puis l'Ouest. À l'Ouest, je dis ceci là, en toute simplicité, à l'Ouest, le Seigneur Jésus, la guerre va se faire par les 10 cornes et la bête contre l'agneau. L'agneau, c'est le symbole du christianisme. À l'Est, on va faire la guerre contre Sion, hein? La sainte montagne de Sion. Et puis Dieu nous dit, soit dans Joël, soit dans Amos, fin de Joël, commencement d'Amos, que l'Éternel va sortir de Sion, de Jérusalem, comme un lion rugissant. Alors là, il va juger les nations avoisinantes. Alors c'est bien simple, hein? L'Ouest, la guerre est contre l'agneau. L'Est, la guerre est contre Sion, la montagne de Sion, Jérusalem. Alors, c'est comme ça, tu vois. Alors, la même chose on retourne à Pierre le Grand. Pierre le Grand avait cette idéologie de l'Ouest. Il voulait devenir comme l'Ouest, comme l'Europe. Puis là, à un moment donné, il fallait qu'il prenne une décision. Maintenant, Istanbul, 1970. J'ai voyagé, j'ai fait l'Europe et puis je suis arrivé à Istanbul, puis j'ai continué j'ai fait 3-4 mois en Afghanistan, au Pakistan, puis aux Indes, au Népal. Alors, c'était ma destination, c'était le Népal. Mais lorsque je suis arrivé dans les années 70 à Istanbul, j'ai resté là plusieurs jours, plusieurs semaines même. Et puis, j'ai réalisé qu'à ce moment-là, dans ces années-là, il y avait un regard positif vers l'Ouest. Surtout Istanbul, je ne parle pas du reste de la Turquie, mais Istanbul avait cette tendance-là, comme Pierre le Grand, de s'habiller comme l'Ouest. On regardait à l'Ouest pour la technologie. Les jeunes de Istanbul voulaient se tourner vers l'Ouest, embrasser, pour ainsi dire, la culture de l'Ouest. Robert en Turquie, direction Népal. OK. Alors, dans les années 70, comme je disais, je suis arrivé à Istanbul, en Turquie. Il y avait aussi ce même regard vers l'Ouest que Pierre le Grand avait dans les années 1600-1700. Alors, dans les années 1970, comme je disais, la population d'Istanbul, qui est la capitale, regardait vers l'Europe. On voulait devenir des Européens turcs, pour ainsi dire. C'était la voie privilégiée, c'était la voie que ceux du moins de Istanbul préféraient. On va être comme l'Europe, on va devenir comme l'Europe. Maintenant, la question est, est-ce que la balance va se tourner ou va peser davantage vers l'Ouest? À peu près 30 ans plus tard, dans les années 2000, le peuple s'est soudainement tourné vers l'Est. Ils ont embrassé l'Asie, pour ainsi dire. Ils se sont dit, l'Asie, ce sont nos racines. Et puis nous appartenons à l'Asie. On se tourne davantage vers l'Est. Comme je disais, c'est leurs racines. Alors, à ces années-là, la charia est entrée en vigueur. Le système musulman est entré en vigueur
et les femmes se sont couverts le visage. Dans les années 70, oui, on se couvrait le visage, mais beaucoup, beaucoup moins. Puis lorsque les années 2000 sont arrivées, là maintenant, on avait un choix à faire. Est-ce qu'on devient européen ou est-ce qu'on appartient à l'Asie? Voici la grande question. Maintenant, lorsque j'ai vu ceci arriver, lorsque j'ai vu la charia se présenter et puis les femmes commençaient à se couvrir, puis les hommes obligeaient les femmes à se couvrir, je me suis dit, en toute vérité, là, je me suis dit, c'est ça, là, c'est ça, je me suis dit, ils ont choisi l'Est. Dans les années 70, je ne le savais pas. Dans les années 2000, j'ai réalisé, ils ont pris leur décision, ils ont choisi l'Est. Alors, depuis ce choix historique, là, le président Erdogan veut mobiliser l'Est pour qu'il soit sous la direction de la Turquie. M. Erdogan veut de nouveau retrouver la gloire que la Turquie avait lorsqu'il avait l'Empire ottoman, l'Empire des Turcs. Hein? C'est un rêve que la Turquie chérit retrouver enfin la gloire lorsqu'il dominait. Il dominait toute l'Asie. Il dominait Jérusalem. Ils ont été longtemps à Jérusalem. Et puis, ils veulent retourner, puis ils veulent de nouveau reconquérir Jérusalem. Et puis, le leader pour le moment, c'est la Turquie. Hein? Et puis, la Bible nous parle qu'il va y avoir un chef, un leader, un roi au visage audacieux qui va vouloir conquérir l'Asie au complet. Hein? Et puis, je ne dis pas que c'est cet individu-là. Non, je ne dis pas ça. Mais il va après que l'Église est partie, il va se lever un individu qui va vouloir contrôler tout le nord de Jérusalem. Et puis, quiconque va conquérir ou quiconque va être supérieur dans le nord d'Israël, soit la Turquie, soit la Syrie, cet individu-là va devenir ce qu'on appelle dans les Écritures le roi du Nord ou l'Assyrien. Alors, Erdogan n'est qu'un échantillon, pour ainsi dire, de ce grand désir que l'Est soit de nouveau une puissance et puis que le roi du Nord puisse un jour aller attaquer et prendre Jérusalem. C'est leur désir, pousser Jérusalem dans la mer Méditerranée, les engloutir, anéantir à jamais le nom de Juifs. Alors, écoutez, avant la mort de Pierre le Grand, tsar de la Russie, Pierre le Grand s'est posé cette question-là. Comment la Russie peut-elle devenir une grande puissance? Dominer le monde. Comment est-ce que la Russie peut atteindre cet objectif? Alors, c'est la question qui s'est posée à la fin de sa vie. Et puis, il a commencé à regarder alentour ce qui se passait dans le monde. Et puis, oups, il a vu une petite île anglaise. Hein, une petite île anglaise, la voici. Voici ce qu'il a vu. Il a vu ici, là, cette île-là qu'on appelle l'Angleterre. Hein? Une petite île, bien aimée. Mais cette petite île-là, là, beaucoup de nations étaient sous le contrôle dans ces années-là de l'Angleterre. Les Indes, l'Égypte, il pourrait en nommer d'autres, mais les Indes et l'Égypte surtout étaient des grandes puissances, mais ils étaient soumis, pour ainsi dire, ou sous la dictature de l'Angleterre. Alors, pourquoi une petite île, ou comment une petite île peut-elle contrôler des pays si loin, des pays si puissants? Alors, pourquoi une petite île est-elle si puissante? Ça, c'est la question qui s'est posée, Pierre le Grand. Finalement, il y a eu la réponse, Eureka, je l'ai, il dit. Sa flotte maritime. À cause de sa flotte maritime, l'Angleterre peut contrôler des pays. Elle peut contrôler les Indes. Elle peut contrôler l'Égypte. Elle peut contrôler beaucoup d'autres pays. Pourquoi?
Parce qu'elle est une flotte maritime puissante. C'est ça qu'il faut. Il écrit donc maintenant ce qu'on appelle ses dernières volontés pour la Russie, le testament de Pierre le Grand. Maintenant, voici les principaux points de son testament. Ses successeurs devraient suivre cette ligne de conduite pour acquérir la domination universelle. C'est ça, la Russie, c'est la domination universelle. Hein? Alors, comment est-ce que les futurs tsars, selon Pierre le Grand, comment est-ce que les futurs dirigeants de la Russie, comment est-ce qu'ils vont atteindre cette domination universelle? Alors, il est arrivé avec quelques points. Son testament a beaucoup de points, mais j'en ai sorti 5 ou 6 au max. Premier point de toute importance, la Russie doit construire avant tout une flotte maritime. Hein? Ça nous prend des navires, ça nous prend une flotte maritime si on veut conquérir le monde. L'Angleterre le fait à cause de ses bateaux. Alors nous, ça nous prend une flotte maritime. Alors la première chose que la Russie doit travailler, c'est d'avoir une force maritime. Maintenant, la Russie, si vous comprenez un peu la Russie est enclavée. En anglais, on dit ça landlocked, enclavé, landlocked, sans vraiment d'accès à la mer. Tu vois, il y a toujours le nord, mais là, c'est toujours gelé. Fait que c'est pas vraiment propice, tu vois. Alors, elle doit trouver des ports de mer, soit au nord, soit au sud, où elle pourrait conquérir ou du moins avoir accès à tous les océans qui sont sur la Terre. Elle a besoin d'occuper des territoires ou des ports maritimes qui auront des accès à de grandes mers. Okay? Alors, ça nous prend des ports de mer. Alors, la Russie, elle doit d'abord regarder au nord, puis regarder au sud. Au nord, on sait que dans les années passées, ils ont pris du territoire de la Suède et puis de la Norvège, et puis ils ont maintenant un territoire dans le nord de la Russie. Les ports de mer en Russie sont là dans le nord. Dans le sud, c'était moins évident. Il y a eu peut-être dans 20 ans la guerre de Crimée, qu'on appelle, et puis la guerre de Crimée, et puis là, ils ont eu accès un peu au sud, mais présentement, il y a une grande poussée pour avoir un port de mer dans le sud qui va donner accès à l'océan Pacifique, qui va donner accès à l'océan Atlantique, à la mer Méditerranée. C'est le grand point maintenant. Le grand point, c'est de se trouver un port de mer. Alors ici, oups, voici qu'est-ce qui se passe. Ah ben, voilà ça, l'Ukraine est dans le sud. Hein? Ici, on voit la Russie. Et puis ici, là, on voit l'Ukraine qui est complètement au sud. Hein? C'est une belle place, ça, pour un port de mer. C'est une très belle place ici, là. Vous voyez, il y a accès, là. Tu as accès à tout ça. Ou bien, tu as accès par ici, tu t'en vas ici, hein? Tu es à la mer Méditerranée, tu as passé par la mer Méditerranée, tu es rendu à l'Atlantique, tu t'en viens ici, là, puis tu t'en vas où? Regarde ça, tu t'en vas où? Hey! L'océan Indien, le Pacifique. Intéressant, l'Ukraine, n'est-ce pas? Alors, depuis la mer Noire, tous les océans deviendront accessibles. Alors, on a réalisé que si on peut prendre l'Ukraine ici, là, on va avoir accès à la mer Noire. Puis de la mer Noire, on va passer par Istanbul ici, là, puis on va aller vers les océans, bien aimés. Soit qu'on aille vers l'Atlantique ou soit qu'on aille par le Pacifique. Alors, l'Ukraine est devenue soudainement très importante. Alors, les autres points dans le Testament. Maintenant, maintenir toujours la nation russe en état d'alerte constante. C'est ça Pierre le Grand dit.
faut que l'armée soit toujours active, autrement ils deviennent paresseux. Hein? Puis une armée qui devient lâche ou paresseuse, c'est pas efficace. Ça nous prend une armée qui est activée, qui est motivée. Alors, on va la garder en constance alerte. On va la faire travailler un peu. Alors, ceci va nous donner l'occasion que l'armée va toujours être prête. Maintenant, durant le temps de la paix, lorsqu'il va y avoir des périodes de paix, les finances doivent se mettre au service de l'art de la guerre. Hein? On doit mettre toutes nos finances pour des techniques militaires, pour des outils militaires, pour des armes militaires. On doit mettre beaucoup d'argent là-dessus. Dans les temps de paix, on doit bâtir une artillerie, on doit bâtir une armée. Hein? C'est ça que la Russie a fait depuis longtemps. Quatrième point, il y a les nations civilisées, l'Europe, les États-Unis, l'Australie. Hein? Alors, toutes ces nations civilisées-là, il faut aller recruter des hommes de science, des érudits, des hommes qui connaissent beaucoup de choses, que ce soit des capitaines de bateaux, que ce soit des hommes avec des technologies qu'ils ont en Amérique ou qu'ils ont en Angleterre ou qu'ils ont en Europe. Allons chercher ces individus-là et puis prenons de ces individus-là toute l'information technique qu'on peut. Hein? Leurs connaissances doivent être mises au service de la Russie. Maintenant, autre point dans ce testament de Pierre le Grand. Pierre le Grand dit ceci, il faut se mêler aux nations avoisinantes. Hein? Toutes les nations avoisinantes en Asie, il faut intervenir là-dedans, il faut se mêler là-dedans. Il faut aussi susciter des bagarres, hein? Des troubles, puis des jalousies continuelles entre deux pays, entre deux peuples qui parlent différentes langues. On va semer le bis-bis là-dedans, pour ainsi dire. Hein? Il va y avoir de la discorde qui va se développer et puis les tensions vont augmenter. Ces deux entités différentes, pour ainsi dire, ces deux pays différents vont affaiblir. Hein? On va les affaiblir, puis lorsqu'ils sont affaiblis, on va arriver derrière, puis on va les ramasser, on va les occuper. C'est présentement ce que la Russie fait, là. La Russie est en Syrie, la Russie est au Liban, elle est tout près de Jérusalem. La Russie, elle s'est infiltrée maintenant dans tous ces pays voisins. Okay? Maintenant, la source du testament de Pierre le Grand, tu peux faire Google The Will of Peter the Great, puis vous allez lire. C'est rien de nouveau, je vous dis là, c'est historiquement, c'est comme ça que c'est. Alors, le plan d'échec de Pierre le Grand en action par M. Poutine. M. Poutine, il joue ses pions. Hein? Il joue ses pions. Mais ces pions ont un but, c'est l'agrandissement du territoire de la Russie pour finalement avoir la domination du monde. Alors, il suit exactement l'agenda que Pierre le Grand lui a laissé dans son testament. La présence russe, présentement, est au Liban. Elle est en Iran. Elle est en Syrie. Elle est en Turquie. Elle est en Afghanistan. Elle est partout, tu vois. Elle est même aux portes des frontières d'Israël. La Russie s'est infiltrée, puis on vend ou on donne des armes ou des techniques militaires, on vend des outils de guerre à tous ces pays-là, qui finalement, souvent, se font la guerre l'un à l'autre, et puis éventuellement, la Russie va les ramasser, pour ainsi dire. Alors, que pensez-vous qui va arriver à l'Ukraine? Hein? Voici l'Ukraine. Ça, c'est la Crimée. C'est là qu'ils ont pris certains territoires dans le passé. Mais maintenant, c'est ça qu'ils veulent ici, là. Ils veulent tout ça ici, là. Ils veulent l'Ukraine. Hein? Pourquoi est-ce qu'ils veulent l'Ukraine? Écoutez, il y a plusieurs raisons. Dans le deuxième vidéo, je vais donner les raisons que les hommes donnent. OK? Comme
premier pays, production de telle affaire, puis telle affaire, puis telle affaire. L'Ukraine est assez particulier, tu vois. Mais avant tout, c'est un port de mer qu'ils veulent. C'est un port de mer qu'ils veulent. Alors, le pari politique. Ça, c'est un pari politique que M. Vladimir doit prendre en envahissant l'Ukraine. M. Vladimir Poutine. Le tsar de la Russie prend un risque. C'est un grand risque pour lui d'envahir l'Ukraine. La question est, va-t-il suivre les conseils et les instructions de son prédécesseur, Pierre le Grand, tel que laissé dans son testament? Est-ce qu'il va suivre ce cheminement-là? Puis ici, on voit une photo. Vladimir Poutine semble dire, regarde ce beau père de mer, ce beau port de mer. Ne vois-tu pas ce beau port de mer? Hein? Alors, je vous laisse cette pensée-là, bien-aimés. Hein? Dans la prochaine étape, on va faire un deuxième vidéo, puis ça va être la fin. Maintenant, on va voir le côté divin. On a vu le côté humain, c'est comment les hommes pensent, mais on va voir maintenant le côté divin, ce que Dieu a à dire de Gog et de Magog, ce que Dieu a à dire de la Russie. Alors, je vous laisse avec ceci, j'espère que ça vous met un peu l'eau à la bouche, et puis n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez vous abonner, je pense que ça va sortir en bas ici, là. Vous pouvez vous abonner à Lumière sur la prophétie biblique. On est en train d'étudier le livre de Daniel. Un bon Daniel peut aller partout dans les Écritures. Mais à l'occasion, on va sortir des petites vidéos comme ça ici, là, juste pour vous donner un autre aperçu de ce que la parole de Dieu peut nous enseigner. Alors, je vous laisse avec ceci, et puis inquiétez-vous pas, bien-aimés, inquiétez-vous pas. Le monde s'inquiète parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Hein? Nous, on connaît le Seigneur Jésus, puis le Seigneur Jésus nous a dit qu'il viendrait nous chercher et nous délivrera de la colère qui vient. Hein? Alors, écoutez, le cheminement, on connaît. Le monde aujourd'hui pense que tout va devenir meilleur, plus beau. C'est faux, complètement faux. Pour ceux qui lisent la parole de Dieu, on connaît le cheminement qui doit arriver. La prophétie est là pour nous dire d'avance ce qui va arriver. Alors, ne vous inquiétez pas de rien. Il va y avoir des vagues, il va y avoir des flots, il va y avoir des tremblements de terre, il va y avoir toutes sortes d'affaires qui vont se passer. Mais Dieu est en contrôle, bien-aimés. Dieu est en contrôle et nous appartenons au Seigneur Jésus. Alors, je vous laisse avec ceci. Bonne journée à tous.